Bonjour à tous, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle et la conscience. En fait, cette vidéo va être divisée en deux parties. D'abord, je vais considérer la conscience en tant que telle, sans parler de l'intelligence artificielle dans les deux premières questions. Et dans les deux questions suivantes, je vais essayer de mettre les deux en relation. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question de l'intelligence artificielle maintenant de façon aussi intense? C'est parce qu'il y a eu des performances techniques majeures qui ont été accomplies ces dernières années. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles méthodes à proprement dit, ce sont des anciennes méthodes, mais c'est parce que on a réussi à utiliser des technologies de calcul qui avaient été en fait développées pour des jeux vidéo pour optimiser, entraîner tous ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fait, grâce aussi en même temps à l'explosion des données, ça a permis d'utiliser ces données de façon beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus intelligente. Et donc ça a créé vraiment une sorte de révolution industrielle. Donc il y a beaucoup d'acteurs industriels tout le monde un peu essaye maintenant au moins en termes de marketing, de parler de l'intelligence artificielle parce que il y a vraiment en particulier tout ce qui est vision par ordinateur et traitement du langage naturel, il y a des avancées significatives. Et donc à chaque fois quand il y a des sortes de révolutions industrielles comme ça, forcément ça change les sociétés, ça change notre façon de percevoir les choses. Et donc les gens se questionnent, comment la société va changer, est-ce que c'est une menace pour la suprématie de l'humanité, etc. D'où la question de la conscience, parce que la conscience c'est un peu le propre de l'homme d'une certaine façon. Et donc ce qui pourrait remettre en jeu ce qui est le propre de l'homme, ça peut être considéré comme une menace. Mais on va voir qu'il n'y a pas seulement ces questions-là sous-jacentes. J'élargirai un peu plus à la fin de la vidéo, vous allez voir, il y a d'autres questions qui peuvent être aussi intéressantes en termes de morale par exemple. Donc, la première question c'est comment mesurer la conscience? Mais donc c'est très compliqué parce qu'en fait, avant de pouvoir mesurer la conscience, il faut d'abord pouvoir la définir. Alors peut-être que ça va de pair, mesurer et définir la conscience, c'est plus quelque chose qui peut aller ensemble. Déjà, il faut oublier l'idée d'avoir une sorte d'échelle de 1 à 10 et à partir d'un certain seuil, l'individu est conscient. C'est quelque chose évidemment qu'on ne peut pas quantifier avec un seul nombre. En fait, même déjà définir la conscience, c'est quelque chose de très difficile. Tout le monde n'est pas d'accord, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Il y a des visions, par exemple, plus matérialistes, qui considèrent que la conscience c'est conséquence en fait du fonctionnement du cerveau. Il y a des visions plus dualistes par exemple, qui considèrent le corps et l'esprit comme deux entités séparées. Donc il n'y a pas vraiment de consensus. Il y a même la position fonctionnaliste qui décrit la conscience comme une fonction, donc pas forcément définie par un support physique spécifique, mais qui pourrait se traduire de différentes façons. Dans ce cas-là, l'intelligence artificielle, ça pourrait être, ça peut supporter ça. Donc il n'y a pas de définition claire de la conscience. On peut essayer de catégoriser un peu différents aspects de la conscience. Récemment, j'ai lu pas mal d'articles, j'ai regardé pas mal de vidéos pour voir un peu ce que les gens pensaient de définition de la conscience, à la fois des philosophes et scientifiques. Et une des définitions ou une des catégorisations, disons, que j'ai bien aimé, c'est en fait en 4 sous-parties de la conscience. La première sous-partie de la conscience, ça serait l'accès à la conscience, c'est-à-dire en fait de pouvoir mettre en relation les stimuli qu'on a par ses sens, donc les informations qu'on acquiert de son environnement, avec sa mémoire, ce qu'on a stocké, nos concepts aussi, voilà, de pouvoir les mettre en relation en fait. Donc de reconnaître, de voir quelque chose premièrement et de reconnaître « Ah, ceci est une pomme » par exemple. Ça c'est l'accès à la conscience, c'est le premier type de catégorisation de la conscience. Pour essayer un peu scientifiquement de définir la conscience, il y a pas mal de scientifiques justement qui sont intéressés aux personnes qui ont des problèmes avec leur cerveau, qui ont des malformations, qui ont eu une lésion dans le cerveau, parce qu'en fait ils vont
ne pas avoir leur fonctionnement est différent, donc ça permet d'étudier un peu les limites. Et il y a plein de cas en fait où il y a une séparation entre on peut vraiment voir la séparation entre la perception et le fait d'en avoir conscience. C'est-à-dire que quelqu'un peut voir quelque chose, même sentir quelque chose, etc. Donc on va voir une activité dans son cortex visuel, etc. Il peut voir avec ses yeux, tout marche parfaitement, mais la partie dans son cerveau qui va en fait utiliser cette information pour la mettre en relation avec sa connaissance, etc., elle ne marche pas. Et donc en fait la personne est incapable de dire, elle voit la chose physiquement, mais elle ne peut pas en faire de rapport parce qu'elle n'a pas conscience. Et donc ça c'est aussi super intéressant. Les gens ne sont pas focalisés dessus parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a un problème avec leur cerveau, donc ils n'en ont pas conscience. Et donc ça montre vraiment que c'est quelque chose de distinct en fait avec la perception juste sensorielle et le traitement de la perception sensorielle, le traitement de l'information sensorielle en tant que telle par le cerveau et sa mise en relation avec les restes de l'information qu'il y a dans le cerveau. Je pense que c'est vraiment ça qui définit la conscience. En fait, c'est une sorte de mise en relation. Et pour pouvoir en faire la preuve, il faut faire un rapport. Le deuxième type de quantification de la conscience, c'est la conscience phénoménale. C'est-à-dire qu'être capable de reconnaître des phénomènes. Par exemple, si vous voyez qu'il y a de l'eau et du lait qui sont mélangés dans un bol, vous êtes capable de voir, ah, ils ont été mélangés, ils étaient avant séparés, on les a mis dans le bol l'un après l'autre, etc. Donc vous avez pas seulement conscience de voir ce que vous voyez, mais aussi vous avez une conscience des phénomènes qui vous entourent. Et ce qui nous amène au troisième type de conscience, c'est la conscience contrôle. Par exemple, vous faites dans votre quotidien des actions qui sont un peu automatiques. Par exemple, vous vous brossez les dents, etc. Vous mettez votre pantalon. Et parfois, vous allez mettre votre pantalon, mais en fait, c'est votre pantalon de pyjama et pas votre pantalon de travail. Et après, vous sortez dans la rue, et là, vous vous rendez compte, je me suis trompé. Et en fait, tout ça, c'était une action automatique dont vous n'avez pas vraiment conscience. Et donc, pour être sûr que vous faites les bonnes choses, votre esprit, en fait, doit vérifier régulièrement, ah oui, c'est bien mon bon pantalon, etc. La complexité de votre cerveau, elle est très importante. Les êtres humains, moi, je vais comprendre tous les processus chimiques qui sont en train de se passer dans mon cerveau maintenant. Il n'y a que les informations nécessaires dont j'ai besoin pour prendre des décisions, pour continuer à vivre correctement, en fait, pour ma survie, qui vont m'apparaître à la conscience, en fait. La majorité de ce qui se passe dans mon corps, j'en ai absolument pas conscience. Je ne sais pas que telle molécule va interagir avec telle molécule. Je ne sais pas que ça se trouve, j'ai un virus dans mon corps qui est en train de me tuer petit à petit. J'en ai aucune idée. Et en fait, si vous faites une analogie, c'est un peu par exemple un ordinateur. Vous ne savez pas tout ce qui se passe vraiment dans l'ordinateur, vous ne savez pas tous les programmes qui sont en train de se passer, mais vous avez juste l'écran, ça vous affiche une fenêtre. On vous dit voulez-vous afficher la vidéo? Oui, non. Vous dites oui, et là ça va lancer tout un tas de processus et qui vont se calculer en arrière-plan. Si vous allez à un niveau plus bas, c'est des transistors, etc. Donc il y a il y a une multitude d'informations dont vous n'avez pas accès et dont vous n'avez pas besoin. Et vous, en fait, ce que vous voyez, c'est juste l'écran d'ordinateur. L'écran d'ordinateur, c'est un peu comme, si on fait la métaphore, c'est un peu votre conscience. C'est-à-dire que en fait, la conscience, c'est aussi une capacité de focalisation. C'est-à-dire que si vous devez prendre des décisions, et pour prendre des décisions, vous devez être sélectif vis-à-vis de la masse d'informations qui vous entoure et qui est à l'intérieur de vous. Et donc pour faire ça, eh bien, c'est la conscience qui va apporter une focalisation. Et donc si je reviens sur l'exemple de faire des choses automatiquement, et bien, tout ça, vous n'avez pas besoin de savoir « Ah oui, j'ai mis le pantalon exactement à cette hauteur, j'ai serré la ceinture à exactement cette force-là ». Donc tout ça, c'est des actions dont vous n'avez pas besoin, auxquelles vous n'avez pas besoin de penser activement. Et en fait, vous n'en avez même pas conscience, elles arrivent toutes seules. C'est par exemple quand vous conduisez, vous faites avec vos pieds, vous jouez sur les pédales, etc.
mais vous n'avez pas vraiment conscience de ce que vous faites. Vous avez juste oui, j'accélère, mais vous n'avez pas conscience qu'à ce moment-là, j'appuie exactement sur l'accélérateur, vous l'oubliez. Vous en avez conscience quand vous l'apprenez, quand c'est pas encore devenu un automatisme, mais quand c'est devenu un automatisme, vous l'oubliez et vous avez d'autres moyens de vérifier. Par exemple, vous voyez que la voiture avance plus ou moins vite sur la route et donc vous voyez que vous allez plus ou moins vite, donc il va falloir accélérer ou non. Mais c'est pas vous n'avez pas conscience vraiment de vous êtes en train d'appuyer sur le pied comme ça avec telle force sur la pédale. Donc en fait la conscience c'est une sorte de focalisation. Ça je pense que c'est une notion très importante. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, je pense, définissent de façon aussi claire le lien entre la focalisation et la conscience. Je pense que c'est vraiment un lien clé. C'est-à-dire que vous êtes immergé dans un monde d'informations qui vous dépasse et vous devez prendre des décisions et pour prendre ces décisions, il faut se focaliser sur certains éléments. Et bien la conscience, c'est votre focalisation. Mais même par exemple, je sais pas, de façon plus générale, si on élargit un peu la définition, dire oui, quand on dit oui, il n'en a pas conscience, c'est une expression, il n'en a pas conscience, et ça veut dire qu'il y a plein de phénomènes que vous ignorez, etc., qui se passent dont vous n'avez pas conscience. Voilà, donc c'est par l'éducation, par l'apprentissage, etc., que vous pouvez en avoir conscience. Mais c'est un peu quelque chose du langage, je dirais, mais ça a quand même une réalité au niveau de la définition de la conscience. Et donc après, le dernier type de conscience qu'il y avait dans cette catégorisation à 4 points, c'est la conscience de soi. C'est donc être conscient que j'existe, c'est être conscient de mon individualité en fait. Et donc ça, c'est un des autres aspects de la conscience. Maintenant, la deuxième question qui est à quel moment définit-on qu'un être, qu'un individu est conscient? C'est une question capitale pour cette vidéo, évidemment. Donc déjà, je pense que je voudrais commencer par une question comme ça, c'est les animaux sont-ils conscients? Les gens ne sont pas tous d'accord, parce qu'en fait la conscience c'est d'abord quelque chose de subjectif. En fait vous ne pouvez pas dire avec certitude si quelqu'un d'autre est conscient. Et donc il y a ce qu'on appelle en philosophie de la conscience les zombies philosophiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va répondre en fait au stimulus et va produire les actions que vous y attendez de façon complètement comme quelqu'un d'autre, mais il ne va pas avoir conscience d'exister, etc. Et en fait, vous n'avez aucune façon de vérifier ça. Et en fait, ça se trouve, personne n'est conscient. Il n'y a que vous qui êtes conscient. Ça se trouve, vous êtes dans une simulation informatique. C'est que des simulations. Et vous ne pouvez pas faire la différence, en fait. Vous ne pouvez pas faire la différence parce que c'est quelque chose de subjectif. Et la seule façon dont on a de faire de vérifier si quelqu'un est conscient ou non, c'est en lui demandant de faire un rapport, par exemple verbal. On lui montre une pomme, on lui dit « qu'est-ce que tu vois ?» et il va dire « une pomme ». Et donc ça, c'est une sorte de vérification de sa conscience. Mais ça se trouve, en fait, il n'est pas vraiment conscient, c'est juste que quand tu lui montres une pomme et qu'on lui dit « qu'est-ce que tu vois ?» sa réponse, ça va être « je vois une pomme ». Donc il n'a pas vraiment conscience de voir la pomme, mais il est juste programmé pour dire quand on lui montre une pomme « je vois la pomme ». Donc il n'y a pas vraiment de façon, en fait, même au-delà de soi, de définir la conscience. Et même, je dirais encore plus, ça se trouve que la conscience, même c'est une illusion. Il y a des philosophes, par exemple Bell, qui disent ça, en fait, que la conscience, même pour soi, c'est une illusion. Donc ça n'existe même pas, en fait, ou ça existe en tant que phénomène d'illusion, quoi. Donc les animaux sont-ils conscients? Déjà la question se pose. Avant de passer à l'intelligence artificielle, vous voyez que déjà, est-ce que je suis conscient? Déjà, c'est pas sûr. Bon, cogito ergo sum, hein, mais voilà, il n'y a pas de consensus, disons. On aura plutôt tendance à dire oui, mais est-ce que les autres sont conscients? Matrix, ça se trouve, c'est une simulation. Est-ce que les animaux sont conscients? On en est encore moins sûr. Et est-ce que les intelligences artificielles peuvent être conscientes? Là, forcément, c'est pas facile, disons. C'est pas facile parce que même déjà pour les autres humains, c'est pas la réponse n'est pas claire. Je voulais faire un petit aparté là-dessus.
C'est-à-dire que je pense qu'aussi la conscience, c'est une sorte de création de l'homme pour justifier sa suprématie. L'homme, il a une suprématie matérielle vis-à-vis des autres espèces, des autres êtres vivants, vis-à-vis de la matière même de façon générale, je dirais. Par exemple les cailloux, etc. Il y a une supériorité, il y a une suprématie en fait humaine, et la conscience c'est un peu ce qui vient, c'est quelque chose de quand même très peu tangible, hein, et c'est quelque chose qui vient un peu justifier, je dirais, la suprématie de l'homme, c'est-à-dire que oui, nous on a la conscience, etc. Et donc remettre en question l'appropriation unique de la conscience par l'homme, c'est un peu remettre en question sa suprématie. Et donc c'est pour ça que la question évidemment est intéressante. Mais je disais ça aussi par exemple vis-à-vis des animaux, etc. Voilà. Alors maintenant on vient à la question intéressante, enfin, les questions d'avant étaient aussi intéressantes évidemment, mais est-ce que l'intelligence artificielle est consciente? Est-ce qu'il serait possible que l'intelligence artificielle soit consciente? Est-ce qu'elle est déjà consciente? Est-ce qu'elle peut devenir consciente? C'est une question intéressante. Bon, on va pas pouvoir répondre parce que j'ai dit déjà dans les deux premières questions que c'était impossible en fait de vérifier la conscience de quelqu'un d'autre, donc ça va être difficile. Mais on peut quand même donner des petits éléments de réponse, je dirais, pour essayer d'aller dans une direction. Je vais essayer de répondre à cette question en utilisant les catégories que j'avais définies dans la première question, c'est-à-dire l'accès à la conscience des phénomènes, la conscience contrôle et la conscience de soi. La première catégorie, c'est l'accès à la conscience. Donc si vous vous rappelez ce que j'ai dit, il y a d'un côté les stimuli et de l'autre la mémoire. Et donc après, pour vérifier si un système est conscient, il faut qu'il fasse un compte-rendu de ce qu'il a observé. Donc maintenant, si on prend un réseau de neurones, c'est le type de méthode qui marche le mieux pour l'instant pour l'intelligence artificielle. Un réseau de neurones, en fait, par exemple, imaginons que c'est en reconnaissance d'image. Eh bien, on va lui présenter une image. Donc d'abord, il y a l'étape d'optimisation d'entraînement, où l'algorithme va apprendre à reconnaître des images. Et ensuite, il y aura l'optimisation, l'étape d'inférence, où on va tester, voir si l'algorithme est performant ou non, s'il a réussi à apprendre ce qu'on lui fait apprendre. L'étape d'entraînement, en fait, on va lui montrer plein d'images, il y a des petits poids comme ça, des petites valeurs dans le modèle qu'on va ajuster en fonction, en fait l'algorithme va les ajuster tout seul en fonction des réponses qu'il va fournir. Par exemple, on va lui donner des images d'éléphants ou de chauves-souris, et il va pouvoir dire si c'est une image d'éléphant, une image de chauve-souris. Il va faire une classification binaire. Et donc, au début, il va dire un peu au hasard, il va avoir des erreurs, et petit à petit, il va commencer à voir, ah non, en fait, c'était une image de chauve-souris, etc. Donc petit à petit, il va s'améliorer, il va mettre ses poids à jour. Et en fait, ces poids, c'est un peu sa construction, on pourrait assimiler à la construction du concept, ou un peu à sa mémoire, en fait. Le réseau, c'est des couches qu'on empile. Et plus on va en profondeur dans les couches, plus on affine en fait les concepts. Plus on va ne plus voir juste des angles, etc. Mais plus on va voir, ah ça c'est une aile, ça c'est une jambe, etc. Quand le procès d'inférence, quand vous donnez une nouvelle image à l'algorithme, l'algorithme va comparer ce qu'il y a dans l'image et ce qu'il a appris avant avec les autres images, et il va essayer de voir si oui ou non, là il voit une aile ou il voit une patte, ou etc. Et une fois que ça sera fini, il va essayer de recombiner toutes ces informations dans les couches les plus profondes pour ensuite prédire si c'est une chauve-souris ou un éléphant. Et ensuite, il va vous le dire, c'est une chauve-souris, c'est un éléphant. Donc en fait, si vous avez bien écouté, c'est exactement le procédé que j'avais décrit avant. C'est-à-dire que vous avez une stimulation sensorielle, visuelle, c'est l'image, elle est mise en relation avec la mémoire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les poids qui ont été enregistrés pendant l'étape d'entraînement, et l'algorithme vous fait un rapport de sa perception, c'est-à-dire qu'il va vous dire c'est un animal, c'est une chauve-souris, c'est un éléphant. Donc on est, je pense, déjà dans l'accès à la conscience pour les intelligences artificielles qui existent. Au moins visuel. Alors au moins visuel, et c'est là où c'est intéressant, qu'en est-il des 4 autres sens? Le sens auditif, le sens du toucher, le sens du goût, de l'odorat
Donc le sens auditif. Le sens auditif, ben ça c'est tout ce qui est traitement du langage naturel. Et ça, c'est pareil, ça marche pareil que pour les images, sauf que l'image c'est quelque chose en 2D. Le langage naturel c'est quelque chose en une dimension d'une certaine façon. Où en fait c'est le traitement d'une séquence, disons, d'une séquence de lettres par exemple. Et après évidemment ça fait des mots etc. mais c'est à la base en une dimension. Et en fait les méthodes sont très similaires. Il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques évidemment, mais les méthodes sont très similaires. Et donc là c'est pareil, vous allez dire une phrase. Par exemple si vous avez Google Assistant, vous allez lui demander quelle heure est-il, et ben, l'algorithme va comprendre ce que vous lui dites et il va vous répondre il est 15h02. Donc il y a déjà on pourrait dire qu'il y a une conscience auditive d'une certaine façon. Le toucher, c'est un peu plus délicat, mais là il y a des expériences en fait qui sont faites et donc qui mettent qui n'ont pas juste le sentiment du toucher, mais qui essaient de le mettre en relation avec la sensation de la vision. Donc ça c'est quelque chose qui est fait à Berkeley, je suis correct, avec Jitendra Malik. C'est quelque chose qui a déjà plusieurs années, je pense en 2016, et ils avaient commencé à faire ça. Et en fait, ils ont une sorte de robot qui, par exemple, un cube, un objet, ça peut être n'importe quoi, et qui va en fait, qui va comme ça poke, qui va donner des petits coups au cube pour le faire tourner, etc. Et qui a en même temps une caméra. Et en fait, ils vont essayer de mettre les deux en relation pour essayer de créer un système qui apprend visuellement. Mais à partir des images, qui sont assises. Donc en fait, on va pouvoir donner des instructions pour taper le cube un peu différemment, pour pouvoir apprendre plus de choses sur le cube. Donc il y a une mise en relation des sens. Ça, je pense, c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut mettre les sens en relation. Donc voilà, donc on a vu déjà qu'il y a 3 sens qui peuvent être mis en relation par l'intelligence artificielle. Donc ça témoigne quand même déjà d'un niveau d'accès à la conscience qui n'est pas très loin de celui d'autres êtres vivants animés. Après, il y a tout ce qui est ouïe et odorat. Et donc ça, c'est plus compliqué. Je pense que pour l'instant, ça n'est pas encore au point. Mais on pourrait dire, par exemple, si on voulait pousser un peu la chose, qu'il y a des algorithmes qui peuvent prédire le repliement de protéines. Et le repliement de protéines, ça peut déterminer le goût et l'odorat dans les aliments, etc. Donc c'est d'une certaine façon, oui. Mais bon, c'est un peu pousser la chose. Ensuite, il y avait la connaissance phénoménale. Là, je pense, il y a des chercheurs qui font ça, je pense à Google, chez Google, mais c'est quand même beaucoup moins clair que la conscience, l'accès à la conscience moins sensorielle. C'est-à-dire que, voilà, comprendre les phénomènes physiques, alors peut-être, oui, peut-être ça peut être je peux vous mettre un petit exemple de vidéo. Alors, je pense que c'est DeepMind qui fait ça. Ils font des modèles physiques en fait de personnages qui modèlent les forces de gravitation. Ils vont lui faire des sortes de modèles de muscles, etc. Et donc ils apprennent à marcher, à éviter des obstacles. Tout ça, c'est des simulations numériques en fait, mais où l'algorithme doit apprendre lui-même à évoluer dans un environnement matériel. C'est pas vraiment, je pense, la conscience phénoménale, mais ça peut s'approcher un petit peu de ça. Donc c'est une direction intéressante. L'autre, c'est la conscience contrôle. Bah ça oui, d'une certaine façon en fait. Ça oui, parce que l'algorithme, il est très complexe comme notre cerveau. Même nous, on ne comprend pas, en fait, même nous les chercheurs, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe dans le réseau de neurones. C'est trop complexe. Et ce qu'on peut voir, c'est les sorties. Alors on peut lui demander de donner différentes sorties. On peut vérifier ce qui se passe à certains niveaux du réseau de neurones. Et en fait, ça, c'est des techniques d'optimisation aussi. On va lui demander à certaines étapes, alors que ce n'est pas le but final, mais on va lui demander à certaines étapes de prédire telle chose ou telle autre chose dont on n'a pas vraiment besoin, mais qu'on utilise comme une sorte de contrôle
pour en fait faire en sorte que l'algorithme n'apprenne pas par cœur. C'est une technique de généralisation. Mais donc comme ça, en ajoutant des petits points de contrôle à travers l'algorithme, c'est une façon en fait de contrôler ce qui se passe. Et ça peut être assimilé, comme ce que je vous avais dit, les petites anecdotes, je mets mon pantalon, etc. Il y a plein de choses qui se passent en background et donc j'ai pas vraiment conscience. Et ben, l'algorithme va vous dire qu'il n'a aussi pas conscience, mais c'est sorti, c'est les états de conscience, les petits contrôles comme ça. Donc d'une certaine façon, oui, on pourrait le dire. Et après la conscience de soi, bon ça c'est quand même un peu plus... c'est quand même... je dirais quand même non. Je dirais quand même non, la conscience de soi, on n'en est pas encore là. Mais même, je dirais pour la majorité des animaux, c'est pas du tout avéré qu'ils ont une conscience de soi. Par exemple, il y a cette expérience du miroir. C'est-à-dire on met des animaux en face d'un miroir et on voit s'ils ont conscience ou non que leur réflexion est eux-mêmes. Et donc il y a une liste des animaux, je crois que c'est les éléphants, les pies, les chimpanzés et les dauphins qui ont comme ça une sorte de conscience d'eux. Mais la majorité des animaux, ça n'a pas été prouvé qu'ils ont une conscience d'eux. Et encore, je dis une conscience d'eux, mais il y a certaines personnes qui disent aussi qu'il faut faire la différence entre la conscience de son corps physique en tant que voilà, quelque chose de matériel et la conscience de soi en tant qu'individu. Donc ça peut être deux choses, c'est un degré d'abstraction différent, plus haut, la conscience de soi en tant qu'individu. Et donc ça, c'est pas prouvé que les animaux l'ont, et je sais pas comment on peut prouver, parce qu'on peut pas vraiment établir de moyens de communication qui permettent de le prouver. Et même pour les enfants, c'est-à-dire qu'avant 18 mois, si vous mettez un miroir en face d'un bébé, il n'aura pas forcément conscience non plus de soi. Donc même pour les enfants, c'est pas, il y a de la conscience de soi, au début ce n'est pas vraiment là. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, voir qu'en fonction de l'évolution d'un être humain, la conscience n'arrive pas forcément complètement directement à sa naissance. Dire que c'est quelque chose de progressif. La dernière question, c'est est-ce qu'il faut craindre ou espérer une intelligence artificielle consciente? Première réponse, un peu provocative, mais pourquoi pas. Provocative, mais en fait on dit provocante, j'en sais rien. On a remarqué que les intelligences artificielles, ça pouvait, mais en fait comme tout système statistique, en fait ça copie les biais qu'on lui présente pendant l'apprentissage. De la même façon où quelqu'un qui est mis dans un environnement qui est biaisé, il va un peu automatiquement copier les biais qui sont présents dans son environnement. Et donc si je prends un exemple concret, par exemple le sexisme ou le racisme, ça peut être un biais du jeu de données, ou ça peut être un biais de votre environnement qui va ensuite vous pousser à avoir les mêmes états de pensée. Par exemple pour le sexisme, il y a des expériences qui montrent que les gens, en fait, ils sont pas conscients de leur sexisme. D'où la réponse à la question, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des biais dont vous n'avez pas conscience en tant qu'humain, mais aussi ça se réplique en fait sur les intelligences artificielles parce qu'on les entraîne un peu de la même façon. Et donc, c'est à espérer du coup que les intelligences artificielles sont conscientes, c'est-à-dire qu'elles peuvent elles-mêmes dire oui, je prédis que cet individu est un malfrat, mais j'ai possiblement un biais parce que l'individu est noir. Donc voilà, des biais comme ça racistes, ça peut exister à cause de biais dans les données en fait, qui vont permettre statistiquement, on voit que statistiquement il y a plus dans une population donnée, ou juste dans l'échantillon que vous avez pris, il y a plus de personnes noires qui ont commis des infractions, et bien l'algorithme il va reproduire ce biais-là, et quand vous allez présenter une nouvelle personne noire, indépendamment de toute autre feature, il aura déjà une proportion plus élevée à être classifié comme un malfrat, parce que juste parce qu'il est noir, quoi. Et donc ça, il faut faire super attention parce que parce que souvent les gens, voilà, quand c'est des ordinateurs, l'ordinateur qui le dit, c'est le GPS qui l'a dit, ils prennent ça au pied de la lettre. Il faut faire très attention aux biais, il faut être conscient, il faut que les utilisateurs aient conscience des biais potentiels
Ça, c'est la première chose. Mais évidemment, ça serait encore mieux si la machine d'elle-même peut essayer d'identifier ces biais et de les dire. Mais donc ça, c'est pas facile. Mais donc avoir conscience des biais dans la question de l'intelligence artificielle et la conscience, je pense que c'est un point majeur. Avoir conscience des biais, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Si on n'a pas conscience des biais, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc ça, c'est la première réponse. Faut-il craindre ou espérer? Il faut espérer que l'intelligence artificielle soit consciente pour pouvoir déceler les biais plus facilement. Donc après, une raison pour craindre peut-être les intelligences artificielles conscientes, ce serait que, évidemment, ça remet en jeu un peu, d'une certaine façon, la suprématie humaine. Et en tant qu'humain, évidemment, on veut défendre sa propre suprématie. Donc ça peut montrer, ça peut faire valoir l'intelligence artificielle pas juste en tant qu'outil, mais en tant qu'adversaire potentiel. Donc ça, c'est quelque chose évidemment plutôt à craindre. Mais bon, je pense que là, quand même, c'est un peu futuristique. C'est-à-dire que, bon, quand vous parlez avec Google Assistant, vous lui dites c'est quand le prochain train, et ben, il va falloir répéter 4 ou 5 fois c'est quand le prochain train pour qu'il puisse vous donner une information exacte. Et souvent, c'est plus rapide de l'écrire dans votre téléphone plutôt que d'essayer de le dire. Donc il y a quand même pour l'instant des limites très tangibles à la conscience de l'intelligence artificielle. Ça marche vraiment pas dans tous les cas de figure. Ça marche en fait, et c'est ça le point intéressant, c'est-à-dire que parfois on dit l'intelligence artificielle elle réalise des tâches surhumaines, elle dépasse les niveaux de compétences humains. Et c'est vrai, mais c'est dans des conditions très spécifiques. C'est-à-dire que de façon générale, l'intelligence artificielle ne surpasse pas l'homme, et c'est loin, mais vraiment très 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 loin d'être le cas. Alors il faut faire attention avec les processus exponentiels, au début on ne se méfie pas, puis d'un seul coup c'est hors de contrôle. Faire attention, donc c'est bien de se poser la question, je pense, c'est mieux de se poser la question trop tôt que trop tard. Je pense que pour l'instant c'est un peu trop tôt pour se poser la question. Donc le propre de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait c'est capable de réaliser des tâches très complexes à des niveaux supérieurs à la performance humaine, mais dans des tâches très spécifiques. Et le propre de l'intelligence artificielle, c'est d'être plus versatile, de pouvoir piocher un peu à droite à gauche, comme ça, des éléments pour répondre à un problème, d'être plus créatif d'une certaine façon. Et donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment pas le cas pour les intelligences artificielles. C'est très bon dans quelque chose de très spécifique, mais dès qu'on sort un peu des frontières, ça marche plus du tout. C'est-à-dire que même, par exemple, si vous entraînez, par exemple, en médecine sur un jeu de données pour détecter un type de lésion particulier dans un hôpital, si vous prenez le même modèle mais vous appuyez dans un autre hôpital où les gens les images elles sont un peu différentes parce que les cliniciens ils font l'acquisition des images avec les appareils d'IRM un peu différemment, et ben hop, plus rien marche. Donc voilà, donc il y a des problèmes de généralisabilité importants, et c'est bon dans les contextes très bien définis, c'est plus fort que les êtres humains. Mais dès qu'on sort un peu des sentiers battus, les performances sont moins importantes. Par contre, récemment, il y a des avancées en termes de créativité. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, là, on pourrait un peu penser que la créativité, c'est le propre de l'homme, mais récemment, on voit des intelligences artificielles qui sont capables de faire des tableaux, de créer des musiques. Par exemple, vous pouvez prendre une photo de vos vacances et l'algorithme va peindre ça comme si c'était une toile de Van Gogh. Donc il peut copier un peu le style des artistes, mais créer comme ça des choses nouvelles, des combinaisons qui n'avaient pas existé auparavant. Donc c'est super intéressant, comme ça la génération d'images artistiques. On vous donne une phrase et l'algorithme va créer un dessin ou une image à partir de cette phrase. Vous faites une esquisse et ça va faire un dessin, un tableau à partir de cette esquisse. Et ça fait depuis quelques années, je pense 2015, quelque chose comme ça, où ça a commencé en fait à émerger. La création pour les intelligences artificielles, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Je pense que c'est un changement de paradigme, c'est super intéressant. Vous pouvez regarder plus par vous-même si vous êtes intéressé. Je pense que c'est un peu une révolution.
Donc ça, peu à craindre pour la suprématie humaine. Je pense que pour la suprématie humaine, pour l'instant, c'est pas sens de le craindre, mais quand même, au bout du chemin, la question pourra se poser. À craindre ou à espérer, la question un peu morale. Il y a deux façons de voir la question morale. La première façon, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir une conscience morale? C'est-à-dire, est-ce que c'est capable de différencier les bonnes actions des mauvaises actions d'une certaine façon? Est-ce que c'est capable de ne pas faire quelque chose parce que ce n'est pas bien moralement, ou de faire quelque chose, de regretter quelque chose parce que c'était pas bien moralement? Donc ça, c'est des questions évidemment qui, c'est pas encore d'actualité parce que il n'y a pas de conscience morale. On ne peut pas dire qu'il y a de conscience morale pour les intelligences artificielles, mais ça serait, je pense, quelque chose à espérer. De la conscience morale pour les intelligences artificielles, quelque chose à espérer. Après, on pourrait aussi dire la conscience, c'est-à-dire d'un point de vue moral, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une intelligence artificielle devienne consciente? Par exemple, si vous commencez vous éteignez l'ordinateur, vous commencez à débrancher les composants. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de disséquer, de tuer un être conscient. Donc est-ce que ça devrait être un crime? Parce que a priori c'est un crime. Si vous faites ça à quelqu'un d'autre, avec un autre être conscient, a priori un être humain, vous n'avez pas le droit vraiment de faire ça. Donc ça met un peu des questions comme ça, morales et juridiques aussi, en avant. Voilà, faire souffrir une intelligence artificielle, ce genre de choses. La question, les questions morales, c'est s'il y a une émergence de la conscience des intelligences artificielles, ou si elles sont considérées en tant qu'être conscient, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que voilà, je pense que la question, le fait comme ça, le rapport moral vis-à-vis des êtres conscients, c'est de ce qu'on peut faire subir à un être ou un individu. Par exemple, si on prend le cas d'une plante, on ne va pas vous mettre en prison parce que vous avez coupé une plante, sauf si c'est une plante qui appartient au domaine public. Et si vous coupez une plante dans le jardin, vous n'allez pas être poursuivi. Si vous tuez un animal, là, la question se pose. Donc voilà, il y a des questions. Après, ça dépend quel animal. Si c'est un moustique, là, pour lui, non, ça va. Donc la question de la conscience, je pense, c'est intimement lié à cette question comme ça de est-ce qu'on a le droit, à quel point on a le droit de vie ou de mort sur l'individu en fait. Et donc à craindre ou à espérer, bonne question. À craindre ou espérer une intelligence artificielle du point de vue de la conscience, à craindre ou espérer une intelligence artificielle consciente du point de vue de la morale. Si ça peut limiter ce qu'on peut faire avec, donc d'une certaine façon pour son utilisation en tant qu'outil, c'est à craindre. À espérer, je sais pas, ça dépend, je sais pas, c'est difficile de dire ça. Mais voilà, donc c'est une autre question, je pense, intéressante aussi. Donc maintenant, je vais conclure. La question sous-jacente de conscience à l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une sorte de peur de la remise en cause de la suprématie humaine. Comme je l'ai dit juste avant, la suprématie humaine n'est pas menacée, elle ne sera pas menacée avant quand même un petit bout de temps. Donc je pense que c'est un peu trop tôt pour se poser la question. Voilà, donc c'est un peu disproportionné comme peur. C'est une révolution industrielle, mais la suprématie humaine ne sera pas menacée. Ça peut changer un peu la façon de fonctionner de nos sociétés, le rapport au traitement de l'information, etc., qui en a le contrôle, ce qu'on en fait, mais en tant que tel, il n'y a pas à avoir peur, je pense, d'une suprématie d'intelligence artificielle proche. C'est pas quelque chose qui va arriver, je pense. Ça va pas arriver maintenant, pas arriver bientôt. Ce qui est le plus important, c'est de garder un esprit critique. Et je reviens à ce que j'avais dit auparavant sur la présence de biais dans les intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'il y a des biais dont on n'a pas conscience, dont l'intelligence artificielle n'a pas conscience, dont personne n'a conscience, et qui peuvent affecter de façon significative
les résultats et les actions suivantes dans lesquelles on utilise ça. Par exemple, si vous utilisez des algorithmes sexistes ou racistes, eh bien, ça peut vraiment... c'est vraiment quelque chose de dangereux. Et c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, il faut quand même avoir conscience que ça peut se passer. Et donc il faut toujours garder son esprit critique, garder votre esprit critique. Dans tous les cas, il faut toujours garder son esprit critique. Si votre GPS vous dit avec votre voiture d'aller dans l'étang, réfléchissez-y, ne le faites pas. Voilà, gardez votre esprit critique, c'est très important. Les intelligences artificielles ne sont pas des dieux, ne sont jamais des dieux. Il faut toujours réfléchir vous-même à ce qui fait sens. Alors parfois, ça échappe à votre compréhension, évidemment. Hein, on va vous dire, le GPS va vous dire de passer par un algorithme, par un itinéraire qui a l'air beaucoup plus long. Mais bon, si vous regardez en plus en détail, c'est pas un GPS, c'est un GPS bien, par exemple base. Bah, on va vous dire, ah oui, mais en fait là il y a des bouchons, voilà. Et c'est pour ça en fait que l'algorithme vous invite de passer par là, parce que l'autre route, bien qu'elle soit plus rapide, il y a un bouchon parce qu'il y a eu un accident. Et voilà, quelque chose que vous n'avez pas pu prévoir. Donc il y a des choses qui, comme ça, échappent vos informations. Hein, vous n'avez pas accès à toute l'information, vous n'avez pas un accès illimité à l'information. Et les intelligences artificielles peuvent avoir un accès plus étendu à l'information que vous, dans certaines situations précises. Et dans ce cas-là, c'est bien de vérifier toujours ce qui est pourquoi. Voilà, donc faut pas se dire tout le temps oui, c'est faux, faut pas dire tout le temps oui, ils ont toujours raison. Il faut faire attention au biais, il faut garder son esprit critique, c'est très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lire des articles que j'ai écrits si vous voulez, c'est un peu plus technique, mais pourquoi pas. Vous pouvez regarder d'autres vidéos que j'ai faites. Et j'espère que cette vidéo aura aidé certains à se poser plus de questions, à avoir un peu des éléments de réponse, peut-être à créer des idées chez certains. Peut-être certains vont avoir envie de se lancer dans des projets en deep learning, en intelligence artificielle. Voilà, donc ça peut aussi ouvrir un peu votre esprit critique, comme je viens de le dire. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation.